Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous explorons justement une grande thématique d'investissement avec les équipes de Galilée Asset Management et son président à mes côtés en plateau, Ronnie Michali. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. 25 thématiques que vous décryptez grâce à votre modèle de recherche propriétaire, le fameux codex des thématiques. Et on s'arrête ce mois-ci avec vous sur une thématique, j'allais dire, malheureusement très actuelle en raison de la crise iranienne, de cette guerre dans le Golfe et du blocage du détroit d'Ormuz. Le thème du défi alimentaire. De quoi parle-t-on concrètement, Ronnie ? Absolument. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi c'est une thématique d'investissement, le défi alimentaire? Ça existe depuis très longtemps. Voilà, on me dirait la cybersécurité, bon bah voilà, on comprend la digitalisation de l'économie, etc. Voilà, mais le défi alimentaire, ça existe depuis Mathusalem. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est de dire les thématiques, elles sont issues de méga tendances. Oui. Voilà, elles sont issues de méga tendances, ça veut dire des tendances structurelles qui vont façonner le monde de demain. Même le fait que ça existe depuis très longtemps, pour moi, ça valide même plutôt l'idée que c'est justement une vraie grande thématique de fond, quoi. Oui, en fait, il faut juste se poser la question, est-ce qu'il y a des tendances de fond qui actuellement vont pouvoir faire que boursièrement, la thématique d'investissement, qui dépend de la méga tendance, va pouvoir avoir une évolution en bourse. Et donc, effectivement, alors il y a les micro-tendances, il y a même les nano-tendances qui sont des modes, il y a les micro-tendances qui sont des tendances passagères, on va dire, et puis il y a les méga-tendances. Et là, on a 6 méga-tendances qui soutiennent la thématique. Voilà, la thématique. Alors, franchement, on se voit tous les mois, Grégoire, mais je ne crois pas être venu une fois avec une thématique qui a 6 méga-tendances. Alors, 6 moteurs. 6 moteurs. Alors, là, évidemment, la croissance de la population mondiale. On a la raréfaction des ressources naturelles. On a l'exode rural et l'urbanisation rapide, surtout dans les pays émergents. On a la surconsommation et le gaspillage alimentaire qu'on n'arrive pas vraiment à freiner. Endiguer, Voilà. On a l'essor de la nutrition de qualité aussi face au développement de l'obésité. Et puis, on a le changement des conditions climatiques qui entraîne bien sûr des sécheresses, des catastrophes naturelles qui sont plus nombreuses. Et donc, bien sûr, toutes ces méga tendances vont pouvoir catalyser un petit peu cette thématique. Donc ça fait partie des facteurs structurels. Pour que ce soit une vraie thématique d'investissement, il faut qu'elle soit structurelle, internationale et transversale. Donc, international, évidemment, il n'y a pas de question là-dessus. Déjà, c'est l'ODD numéro 2 des Nations Unies, donc éliminer la faim dans le monde. Il y a 3 chiffres qui sont quand même assez parlants. Environ toutes les 11 secondes, on a un enfant de moins de 5 ans qui meurt à cause de la faim dans le monde. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, environ 1 milliard de personnes consacrent encore 60 à 80% de leurs revenus uniquement pour l'alimentation. Et troisième chiffre, si le gaspillage alimentaire était un pays, Grégoire, ce serait le 3e pays, serait en 3e position en termes d'émissions de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment très très parlant. Et puis, au niveau international, on peut aussi dire, évidemment, il y a toutes ces problématiques de malnutrition, 300 millions de personnes en Afrique, 20% de la population africaine, 6 à 8% de la population en Asie encore. Et de l'autre côté, on a aussi pas uniquement la faim, on a aussi le problème de santé avec 40% des adultes aux États-Unis qui sont en situation d'obésité. Et puis enfin, pour l'international, on peut aussi ajouter... On voit que c'est une thématique internationale aujourd'hui avec la situation dans le détroit d'Ormuz. Il y a 40% du commerce maritime des engrais qui passe par le détroit d'Ormuz. On a eu l'urée, par exemple, qui a eu une augmentation de 30% de son prix. Tout ce qui est azote, phosphate et tout, ça passe par cette région aussi. Et je vous invite à regarder la performance de Darling Ingredients. Je sais pas qui est un spécialiste des fertilisants, des engrais, des engrais mais naturels, avec des bionutriments, qui a eu une performance assez sympathique ces derniers temps. C'était une bonne valeur pour se couvrir contre ce choc du détroit d'Ormuz. Exactement. Alors, je crois que c'est plus de 110% sur un an, et le décollage a été vraiment très important ces derniers temps. Peut-être un dernier mot, Grégoire, sur le fait que cette thématique est transversale. Transversale, ça veut dire multisectorielle. Il y a l'industrie, avec les tracteurs, les machines agricoles. On peut penser à John Deere, par exemple. Bien sûr. Il y a les matériaux de base, les producteurs de blé, céréales, riz, etc. Il y a la consommation de base avec les Nestlé, les Danone, etc.
Il y a aussi transport, logistique, emballage. Alors ça, c'est plutôt des sous-secteurs. Et puis, il y a la tech aussi qui fait partie de cette industrie, avec des outils numériques pour le contrôle de la qualité ou encore la disponibilité des stocks. Qu'est-ce que tout ça donne en matière de chiffres, hein? Là aussi, c'est grâce aux outils de Galilée Asset Management, Galilée Trends, vous mesurez, vous valorisez ces grandes thématiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la performance boursière de cette thématique du défi alimentaire aujourd'hui, Ronnie? Absolument. Alors, dans Galilée Trends, bien sûr, on va tout d'abord regarder les performances. Et puis, il y a un graphique qui relate un petit peu les performances de cette thématique, qui franchement était catastrophique ces dernières années. Depuis 22, c'est compliqué, quoi. 22-23, il y a une grande divergence entre le marché mondial et cette thématique. Absolument. Alors, sur ce graphique, on voit la thématique en bleu. Donc, c'est notre indicateur thématique, hein. Dans Galilée Trends, on en a 25 pour toutes les thématiques. Là, c'est l'indicateur thématique du défi alimentaire. Et on a le MSCI World, donc on est beaucoup en retrait. L'année où, effectivement, le défi alimentaire a joué son rôle, on va dire d'amortisseur, c'est 2022. Encore que en 2022, on fait moins 12 et le MSCI fait moins 19. Donc on amortit, mais pas tant que ça. Sinon, 2023, on sous-performe. 2024, 2025, il y a juste, depuis le début de l'année, on est positif, plus 7,6%, alors que le MSCI World est négatif. Et donc, ce qu'on peut dire de manière générale, si on regarde le PI, c'est que c'est... Donc la valorisation, cette fois. La valorisation, absolument. Donc, c'est l'autre graphique qui est assez parlant. C'est une thématique plutôt value, globalement, qui a souffert de l'engouement massif sur les valeurs tech ces dernières années. C'est une thématique qui aujourd'hui profite de son caractère défensif, et alors on peut voir sur le graphique qu'on est toujours moins cher que le MSCI World depuis décembre 2019. Et c'est une thématique qui effectivement se payait 0,6 fois l'indice, si on compare par rapport à l'indice. Donc aux alentours des 16 fois, qui est toujours aux alentours des 16 fois aujourd'hui, sauf que l'indice a diminué. On voit effectivement sur ce graphique que l'indice est en train de rejoindre à la baisse la thématique, donc relativement, elle s'est bien comportée ces derniers temps. Elle a mieux tenu que le marché mondial dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement des points forts, un peu structurels, des points faibles, là aussi un peu structurels de cette thématique, Ronnie? Oui, sur les points forts, alors j'en ai déjà cité pas mal. Donc effectivement, on va pouvoir être rapide. Bon, bien sûr, c'est une valeur défensive, on vient de le dire. Il y a aussi une élasticité faible de la demande, parce que c'est pas parce que c'est la crise qu'on ne doit pas se nourrir, hein, ça fait quand même partie de la consommation de base, en tout cas pour une partie de cette thématique défi alimentaire. Et la raréfaction de certaines ressources, je pense notamment aux céréales, à la viande, aux poissons aussi, peut avoir tendance à porter les prix à la hausse pour certains acteurs de cette thématique. Au niveau des points faibles, on a une thématique qui est un peu boring, comme on dit. Effectivement, du Nestlé ou du Danone ces dernières années. Quoi. Voilà, c'est pas ce qui a attiré les flux. Les investisseurs en période de risque off se sont un peu impatientés sur ces valeurs, mais là on est à nouveau en risk on. Donc évidemment ça change un peu la donne. Il y a l'impact de l'inflation des matières premières et le prix des machines agricoles qui a aussi monté et qui n'a pas forcément été compensé par au niveau du produit fini, une inflation aussi grande. Il y a bien sûr tout ce qui est sécheresse, inondation, catastrophes naturelles qui sont plus courantes et qui peuvent impacter les valeurs en bourse. Et il y a la guerre des prix dans le domaine de la distribution. Voilà, qui fait que quand même les marges peuvent baisser sur un certain nombre d'acteurs de cette thématique. Bon, mais thématique très large effectivement, avec beaucoup de moteurs, beaucoup de méga tendances qui soutiennent cette thématique. Et effectivement, on va du producteur des machines-outils jusqu'à la grande distribution alimentaire, avec chaque fois des modèles économiques assez différents, des profils d'entreprises qui sont assez différents. Comment on peut s'exposer à la thématique? Là aussi, alors vous faites un job de sélectionneur de fonds, presque, si je puis dire, Ronnie. Qu'est-ce que vous avez trouvé effectivement dans l'univers des fonds? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme produits qui vous paraissent intéressants pour rejouer cette thématique du défi alimentaire?
Alors vous avez dit, Grégoire, thématique très large. Ouais. En général, quand il y a thématique très large, ça veut dire plutôt des fonds que des ETF. Ouais. Parce que pour les ETF, il faut une thématique assez étroite pour pouvoir bien traquer. Je parlais de la cybersécurité tout à l'heure. Il y a des indices cybersécurité facilement traquables et il y a des thématiques plus larges qui sont moins facilement traquables. Donc, pour la thématique dans son ensemble, il y a évidemment le fonds Pictet Nutrition, qui est le plus connu, je dirais. Une référence, 411 millions d'euros, 41 titres, créés en 2009, donc beaucoup de track record. Il ne faut pas être allergique aux US parce qu'il y a 60% de sociétés US à l'intérieur. On retrouve des Deere & Co, on retrouve des Novonesis aussi, on retrouve Danone parmi les premières lignes de ce fonds. Donc ça, c'est vraiment le fonds large sur toute la thématique. Simplement, toute la thématique n'a pas forcément bien fonctionné ces derniers temps. Et si vous voulez vraiment aller pour jouer conjoncturellement, on va dire, la fermeture d'Ormuz ou des choses comme ça, peut-être aller sur l'ETF de iShares, donc BlackRock, iShares Agribusiness. Donc là, c'est vraiment plus spécifique, je disais, plus étroit, on a plutôt des ETF, plus large, on a c'est de l'agro, l'agri, quoi. Oui, c'est ça. Exactement, donc 472 millions de dollars cette fois-ci d'encours, 53% d'US, 8% de Japon, 7% de Canada. Donc l'Europe vient beaucoup plus loin dans les valeurs de l'indice, alors que pour Pictet Nutrition, juste après les US, on a les principaux pays européens, notamment l'Allemagne, la Suisse. Là, c'est pas le cas. Et on va retrouver des valeurs plutôt agricoles dans ce fonds, comme Corteva. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une société qui va faire des semences, des herbicides, des insecticides, des fongicides, vraiment directement liés au business agricole. Donc un thème plus spécifique, enfin deux facettes, deux manières de jouer effectivement la thématique, soit au sens large, soit avec un spectre et un univers un peu plus spécifique. Absolument. Et donc pour des fonds pour ceux qui veulent la gestion active et des ETF pour ceux qui aiment la gestion passive. Merci beaucoup Ronnie. Ronnie Michali qui vient nous voir chaque mois dans l'émission pour le décryptage d'une grande thématique d'investissement, le président de Galilée Asset Management.